Alors, bienvenue sur cette vidéo dédiée au programme du bac STMG en matière de droit. Le premier chapitre traite des contrats qui sont au cœur des relations juridiques et commerciales. Ils régissent de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Et dans cette présentation, nous allons explorer les différentes facettes du contrat, ses caractéristiques, ses clauses et les conséquences de son inexécution. Alors suivez-moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les contrats et on va commencer par la définition et les caractéristiques d'un contrat. Alors un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales, qui créent des obligations. Pour être valide, un contrat doit respecter 4 conditions que nous allons détailler un peu plus tard. Alors au niveau des contrats, ils contiennent des clauses générales présentes dans tous les contrats de même type. Ces clauses définissent des obligations des co-contractants et incluent des éléments comme les noms et signatures, la durée, l'espace géographique et l'objet du contrat. Par exemple, dans un contrat de vente, on retrouve la garantie des vices cachés et le paiement du prix. Ensuite, il y a les clauses particulières qui s'adapte aux besoins spécifiques des parties et offre une flexibilité essentielle. Parmi elles, on trouve la clause pénale qui spécifie une sanction financière en cas de non-respect de certaines obligations. La clause suspensive conditionne l'exécution du contrat à la réalisation d'un événement futur, tandis que la clause résolutoire permet la fin automatique du contrat en cas de manquement grave. Pour être valide, un contrat doit respecter 4 conditions: le consentement des parties, leur capacité à contracter, un objet licite et certain et une cause licite. Ces éléments sont essentiels pour garantir la validité et l'efficacité d'un contrat. Le consentement doit être donné librement, sans erreur, dol ou violence. Dol, c'est tromperie. La capacité se réfère à l'aptitude des parties à contracter. L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi, et la cause doit être valide. Sans ces éléments, le contrat pourra être annulé. Les contrats peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur nature juridique. On distingue les contrats synallagmatiques, je répète synallagmatiques, où les deux parties s'engagent réciproquement, des contrats unilatéraux où une seule partie s'engage. Il existe aussi des contrats à titre onéreux, où chaque partie reçoit une contrepartie, et des contrats à titre gratuit, où une partie procure un avantage sans contrepartie. Enfin, les contrats peuvent être nommés, se régis par des textes de loi spécifiques, ou innommés, qui ne sont pas spécifiquement réglementés, mais restent encadrés par le principe de liberté contractuelle, par exemple un partenariat. Alors, la formation du contrat passe par 3 étapes. D'abord, l'offre, qui est une proposition ferme et précise de contracter. Ensuite, l'acceptation, qui est l'accord de la partie destinataire de l'offre. Enfin, il y a la validation, qui est la vérification des conditions de validité du contrat. Ces 3 étapes garantissent que le contrat est bien formé et juridiquement valable. Lorsqu'un contrat est conclu, il crée des obligations pour les parties. Ces obligations peuvent être de moyens ou de résultats. Une obligation de moyens implique que le débiteur doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre un objectif, comme dans un contrat de soins médical, alors qu'une obligation de résultat engage le débiteur à atteindre un résultat précis, comme la livraison d'un produit. Les obligations peuvent également être principales, celles qui constituent la raison d'être du contrat, ou accessoires qui accompagnent les obligations principales. En cas de non-respect des conditions de validité, un contrat peut être annulé, soit par nullité absolue ou nullité relative. La nullité absolue protège l'intérêt général et peut être invoquée par toute personne intéressée, tandis que la nullité relative protège les intérêts privés et ne peut être invoquée que par les parties au contrat. Dans les deux cas, la nullité a un effet rétroactif. Et pour cela, pour illustrer ces deux notions, on va prendre des exemples. Alors un exemple de nullité absolue, c'est un contrat de vente de drogue. Un contrat portant sur une activité illégale, comme la vente de drogue, est frappé de nullité absolue.
La raison est que l'objet du contrat est illicite car il contrevient à la loi pénale qui interdit la vente de substances illicites. Donc il est contraire à l'ordre public et toute personne intéressée, y compris les autorités, peut demander l'annulation du contrat. Cette nullité vise à protéger l'intérêt général et à maintenir l'ordre public. Le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé. Il n'est pas possible de demander l'exécution des obligations contractuelles. Par conséquent, même si l'acheteur n'a pas payé ou si le vendeur n'a pas livré la marchandise, aucune des parties ne peut être tenue d'exécuter le contrat ou d'obtenir des réparations. Donc cet exemple illustre comment la nullité absolue protège l'intérêt public en empêchant l'existence de contrats qui contreviennent aux règles fondamentales de la société. La nullité relative, elle, est prononcée lorsque la règle violée vise à protéger un intérêt privé, en particulier celui d'une des parties au contrat. Pour prendre un exemple, c'est le cas d'un contrat conclu par un mineur sans l'accord de ses parents. En droit français, un mineur non émancipé n'a pas la capacité juridique de contracter sans le consentement de ses représentants légaux. Donc à partir de ce moment-là, la nullité relative sera décrétée. Au niveau des sanctions, lorsqu'une partie ne respecte pas ses obligations, plusieurs sanctions peuvent être appliquées. L'exécution forcée, qui consiste à obliger la partie défaillante à remplir ses engagements. La résolution du contrat, qui annule le contrat avec effet rétroactif. Et les dommages et intérêts qui compensent le préjudice subi et la réduction du prix peut être appliquée en cas de prestation partiellement exécutée. Enfin, parlons de la fin du contrat. Un contrat peut prendre fin de différentes manières. Par exécution, lorsque toutes les obligations sont remplies. Par résiliation, qui est l'annulation du contrat par accord des parties ou par décision judiciaire. Et par résolution, qui annule le contrat rétroactivement en cas d'inexécution grave. Alors, dans le cadre de la vente de biens ou de services, les consommateurs bénéficient de plusieurs droits garantis par la loi pour les protéger contre les abus et les pratiques déloyales. Parmi ces protections, nous avons l'obligation d'information. Les vendeurs doivent nous fournir des informations claires et précises sur le produit ou le service, le prix, les modalités de paiement et le droit de rétractation. Qu'est-ce que c'est que le droit de rétractation? Il permet au consommateur de se retirer d'un contrat à distance ou hors établissement dans un délai de 14 jours sans frais supplémentaires autres que les frais de retour. Ensuite, il y a aussi les garanties légales, comme la garantie de conformité ou la garantie contre les vices cachés, qui assure que les biens achetés sont bien conformes à ce qui a été promis. Ces protections s'appliquent à toutes les transactions entre un consommateur et un professionnel, que ce soit en magasin ou par correspondance. À ce propos, pour la protection du cyberconsommateur, elle reprend les règles générales de la protection du consommateur, mais avec des obligations supplémentaires, adaptées au commerce en ligne. Pourquoi ? Parce que l'achat en ligne comporte des risques spécifiques, tels que la fraude, le vol de données personnelles, ou encore des pratiques trompeuses. Voici quelques mesures spécifiques pour les consommateurs en ligne. Alors, obligation d'information renforcée. Les sites de vente en ligne doivent non seulement fournir des informations sur le produit, mais aussi sur l'identité du vendeur, ses coordonnées, son numéro d'enregistrement commercial. Il faut aussi pouvoir confirmer la commande. Une fois que vous avez passé la commande, le vendeur doit envoyer une confirmation électronique récapitulant toutes les informations essentielles de la vente. Enfin, au niveau de la sécurité des paiements et de la protection des données, les plateformes en ligne doivent garantir la sécurité des transactions et respecter la confidentialité des données personnelles des consommateurs conformément au RGPD. À propos des offres en ligne, celles-ci doivent être claires, ne pas induire les consommateurs en erreur quant au prix, frais de livraison ou conditions de retour. Ces protections renforcent la consommation dans les transactions en ligne et visent à sécuriser l'expérience d'achat du consommateur.
Pour conclure, examinons quelques cas pratiques pour illustrer ces concepts. Un contrat de vente entre un vendeur et un acheteur implique des obligations comme la garantie des vices cachés ou le paiement du prix. Un contrat de location entre un propriétaire et un locataire nécessite des engagements comme le paiement du loyer et le maintien des locaux. Et un contrat de prestation de service précise les engagements entre un prestataire et un client. Voilà, nous avons couvert les aspects essentiels du contrat en droit. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre ce sujet fondamental. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.